merci d'être avec nous pour cette table ronde. Je suis très heureuse de vous accueillir. C'est un immense plaisir que vous avez répondu toutes positivement à cette invitation, sans aucune négociation, avec énormément d'enthousiasme pour venir parler, et on le sent bien, d'une véritable histoire relationnelle, intime avec ces lieux, des personnes qui y ont largement contribué. Donc, je vous remercie d'être parmi nous. Donc, j'ai la grande responsabilité d'orchestrer cette table ronde. Je vais d'abord présenter nos invités. Donc, je vais commencer par Hélène Jagot, qui est actuellement conservatrice du patrimoine, directrice des musées et châteaux de Tours, qui a dirigé le musée de La Roche-sur-Yon, si je ne me trompe pas, de 2005 à 2018. Et donc, c'est pour avoir occupé ce poste pendant ces longues années à La Roche-sur-Yon que nous l'avons invité, puisque Jean-Michel Le Bohec, qui en était le directeur alors là, je ne me trompe pas, je pense qu'il y était de 2002 jusqu'en 2018, a largement travaillé avec toi, tu as travaillé avec lui pour mettre en œuvre une politique culturelle entre les deux établissements. Donc, nous allons recevoir, on va dire, toutes les informations historiques de cette artothèque, de cette expérience qu'a vécue Hélène. Je remercie également Anne-Lise Broyer d'avoir accepté de contribuer à cette table ronde. Donc, elle est artiste plasticienne. Elle a un tout petit peu évoqué son travail lors d'une question tout à l'heure. Ça fait 20 ans qu'elle poursuit un travail photographique singulier que nous allons découvrir ou redécouvrir euh, pour certains, et dont l'artothèque de La Roche-sur-Yon possède un témoignage. Alors, c'est vrai que ton nom m'a été suggéré par Sandra Doublet, qui est avec nous aussi aujourd'hui, qui a été très enthousiaste à l'idée de pouvoir présenter sa structure qu'elle dirige depuis 2019. Donc, l'artothèque qui conserve une œuvre d'Anne-Lise. Donc, on verra aussi comment cette œuvre résonne dans cette collection ensemble. Donc, je voudrais vous remercier d'être avec nous, d'avoir accepté de parler de cette histoire. J'aurais pas dû l'enlever, voilà. Avant d'engager une véritable discussion entre nous, je voudrais juste resituer l'objet de notre table ronde. C'est l'artothèque de La Roche-sur-Yon. Euh, j'ai intitulé ça histoire au pluriel, puisque les différentes interventions de nos invités vont rendre compte d'une relation singulière à ces lieux, chacune ayant vécu un moment particulier avec cette structure. C'est une structure, comme vous le voyez, qui a été créée en 1998, à un moment où les artothèques connaissaient, on va dire plutôt, pour les premières qui avaient été constituées, une sorte de coup d'arrêt de leurs actions, puisque Montpellier ferme en 95 ou 96 et que Toulouse ferme également à la même période. Donc, il est singulier, et je ne sais pas si Hélène, tu pourras nous renseigner sur cette création. Il est singulier pour une municipalité en 98 de relancer une artothèque on va dire, dans un panel de structures culturelles municipales. Donc, c'est une singularité que je voulais souligner. Autre singularité, et alors là, en regardant l'inventaire que tu m'as donné, Sandra, j'ai pu noter que si 20% de la collection est consacrée à la photographie dans l'artothèque, ce n'est pas immédiatement apparu comme une évidence, puisqu'entre 98 et 2001, c'était Guy Perralot qui dirigeait cet établissement, et l'orientation vers la photographie n'était pas l'orientation, on va dire, impulsée à La Roche-sur-Yon. C'était véritablement une artothèque qui avait acquis des artistes peintres utilisant l'estampe pour constituer l'origine de son fond. Donc, on va parler de peut-être évidemment de cette orientation vers la photographie qui, je crois, a été impulsée par Jean-Michel Le Bohec et toi quand peut-être vous êtes rencontrés euh, à La Roche. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire sur cet établissement sur lequel nous allons porter un regard plus détaillé en abordant différents points à partir des expériences de chacune d'entre vous.
Donc, je vais donner d'abord la parole à Sandra Doublet, qui est arrivée à l'Artothèque en 2019. Et j'aurais d'abord souhaité que tu nous parles de ton parcours avant de devenir responsable de l'Artothèque de La Roche-sur-Yon. Pour quelles raisons tu as choisi de prendre la direction de cet établissement comme une sorte de peut-être poursuite ou d'écho d'expériences antérieures et, euh, et ensuite peut-être aussi de nous dresser un premier aperçu, un état des lieux de ce que tu as découvert quand tu es arrivé. Voilà, comment tu as perçu ce lieu au regard de ton expérience? Alors, donc, je suis arrivée, oui, toute fin 2019 à la médiathèque Benjamin Rabier, à la responsabilité du pôle Images et Son. Donc, en fait, c'était trois collections à gérer, les collections musique, les collections cinéma et la collection art, avec notamment l'Artothèque. Moi, j'arrivais avec un parcours plutôt artistique. J'ai fait des études d'histoire de l'art, de lettres modernes. Et donc, en fait, petit à petit, dans mes études d'histoire de l'art, je me suis pris de passion pour l'art contemporain et notamment pour le rapport à la collection. En fait, ça s'est fait petit à petit. Après l'école du Louvre, j'ai commencé à écrire des textes et j'ai notamment été invitée au musée des Beaux-Arts d'Angers pour travailler sur les collectionneurs en région. Donc, le principe de la collection, d'ailleurs, l'exposition s'appelait Collectionner le désir inachevé. Je trouvais que ce rapport du désir à l'œuvre était vraiment intéressant et c'est comme une sorte de leitmotiv finalement qui a jalonné mon parcours, puisqu'encore aujourd'hui, je pourrais vous en parler tout à l'heure, mais ce principe de désir de la collection, il est encore présent en fait au sein de cette collection de l'Artothèque. Donc le rapport voilà, à la collection m'intriguait beaucoup. Donc là, ça s'est fait finalement par le biais des collections privées. Comment on constitue une collection chez soi? Et donc là, l'occasion a été donnée pour moi en fait de pouvoir avoir la responsabilité de ce pôle avec un glissement sur le côté justement de la collection privée à la collection publique. Et donc c'est une vraie interrogation aussi qui se pose, c'est comment on constitue une collection publique en fait. Sachant que dans une artothèque, il y a aussi une différence, c'est qu'on ne fait pas les mêmes achats que dans une institution ou dans un musée. Donc finalement, je me suis dit, tiens, ça m'interroge aussi vraiment sur qu'est-ce que c'est que faire une collection, ce rapport à la collection. On n'est pas dans une collection privée où on est vraiment sur le côté de la valeur de l'œuvre où le collectionneur est presque à la recherche de la pièce manquante. En fait, je me souviens qu'on avait évoqué notamment la psychanalyse avec Sylvia Lippi qui nous disait que le collectionneur était comme un don Juan et un séducteur qui avait besoin d'avoir toujours l'œuvre qui manque, la part manquante. Et je me dis, voilà, ça c'était le principe de la collection privée. Pour la collection publique, mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans une vraie liberté, ce qui est le cas pour les artothèques, puisque souvent dans les institutions et les musées, eh bien, il y a des collectifs, il y a des comités de professionnels avec des choses assez rigoureuses, je pense, en termes. Dis-moi, mon amour, t'as passé un coup d'esprit dans le salon, c'est ça? Alors, on vous entend en Oui, visio. Est-ce que comment vous ça, mais pouvez t'as passé couper sur vos quel ordi, là? micros, s'il vous plaît? Merci. Excuse-moi, Sandra, vous allez du direct. Voilà. Et donc, au sein d'une artothèque, eh bien voilà, il y a le principe d'avoir une vraie liberté dans la collection. Et donc, moi, en arrivant, voilà, j'ai fait une sorte de constat. L'artothèque, elle a été créée en 1998. Elle a été rattachée 3 ans au musée. Et ensuite, en 2001, lors de l'extension de la médiathèque Benjamin Rabier, il a été proposé que l'artothèque rejoigne la médiathèque. Donc c'est vrai que c'est aussi un vrai questionnement qui est encore toujours présent aujourd'hui, j'ai l'impression, dans l'histoire de l'Artothèque. Est-ce que l'Artothèque doit rejoindre le musée, puisque là, il y a un futur musée qui va être réalisé dans les prochaines années. Là, dans 4 ans, on aura 2000 mètres carrés de surface d'exposition en plein cœur de la ville de La Roche-sur-Yon. Ou donc, on se posait la question aussi de est-ce que cette Artothèque, elle rejoint de façon évidente ce pôle. Là, c'est le pôle Images et Son. En fait, actuellement, l'Artothèque, elle est vraiment sur un plateau où on a une collection de DVD à côté des œuvres d'art, mais aussi des collections de musique avec un piano, avec des gens qui jouent au piano, tout en ayant les abonnés qui viennent récupérer des œuvres d'art. Donc, il y a un côté aussi assez caverne d'Ali Baba, puisqu'actuellement, le mobilier
est le même qu'il y a 20 ans. Donc, on a les œuvres au sol avec voilà, les œuvres qui sont ouvertes et offertes au public comme ça d'emblée, en fait, par le biais de l'image. Donc, en fait, on a ce rapport justement à l'œuvre d'art qui est donnée voilà, aux emprunteurs, aux abonnés, tout en ayant cette culture de l'emprunt qui est présente aussi avec d'autres supports qui ne sont pas des œuvres d'art, mais qui sont voilà, des objets, supports DVD et musique. Et donc, moi, voilà, je suis arrivée dans cet esprit-là où on a le rapport à la bibliothèque, cette histoire de l'artothèque qui, avant, était rattachée au musée pendant 3 ans et qui, ensuite, en 2001, a eu voilà, une nouvelle impulsion par le biais donc, de Jean-Michel Le Bohec, qui a passé 20 ans à la tête de cette institution. Donc, lui gérait vraiment l'artothèque uniquement avec une partie vidéothèque. Et donc, il a vraiment lancé, oui, la photographie contemporaine, je pense, en lien notamment beaucoup avec Hélène. Sur les 3 premières années avec Guy Perralot, il n'y avait pas du tout la présence de la photographie contemporaine. Et là, il y a eu une sorte de conjonction, je pense, à la fois relationnelle dans les rapports qui se mettaient en place avec Hélène Jagot, mais aussi avec d'autres professionnels de l'art que côtoyait Jean-Michel Le Bohec à l'époque. Notamment, il y avait une personne, Jean Gourvan, qui était un spécialiste de l'analyse de l'image et qui faisait découvrir en fait la photographie contemporaine dans le monde rural, en fait, au niveau de la ruralité ou dans des endroits très confidentiels. Et donc Jean Gourvan était vraiment une tête chercheuse et il a fait découvrir, par exemple, Chancel, Pentti Samalati ou Laura Hainaut, par exemple. Et donc Jean-Michel était visiblement, dans ce qu'on m'a raconté, tout ça c'est aussi Oui, oui, une une histoire. sorte de légende pour moi. Il adorait voilà la musique, la photographie contemporaine, et donc il s'est nourri en fait de tout ça à travers toutes les personnalités finalement qui l'entouraient. Je me suis dit voilà, peut-être qu'aussi ce rapport à la liberté, certes, ce n'est pas une collection privée, ce n'est pas tout à fait les collections institutionnelles avec tout leur code. Peut-être qu'on est dans le rapport en fait très fort de la passion et du relationnel en fait qui se tisse avec les gens. Et je me suis dit peut-être qu'ici aussi constituer la collection, bah, c'est faire comme Jean-Michel a pu faire dans ce rapport finalement de relationnel qu'il a créé à la fois avec Hélène, mais aussi avec Jean Gourvan et d'autres professionnels. Moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, je me suis dit, une collection, c'est en fait une œuvre collective, en fait, c'est quelque chose de polyphonique, finalement. Et donc, moi, je m'appuie beaucoup, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de la photographie contemporaine. J'ai fait des études, oui, d'art contemporain en général, mais la photographie contemporaine, ce n'était pas quelque chose dont j'étais vraiment une spécialiste. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais m'appuyer aussi voilà, sur les personnes qui m'entourent. Et notamment, on a un relationnel assez fort avec les galeristes et les artistes aussi qu'on rencontre beaucoup sur le territoire. Donc là, l'atout qu'il y a justement sur cette collection, c'est à la fois faire des découvertes sur le territoire, notamment avec, je pense, au centre Claude Carin, avec qui on a voilà, un très bon relationnel. Et on évolue au fil des rencontres et des dialogues avec là récemment une œuvre d'Alexa Brunet qu'on a acheté, voilà, qu'on a acquis nous dans les collections. Ou le relationnel avec des galeristes comme la galerie Florent Maubert, la galerie Christophe Gaillard. Voilà, c'est des personnes à chaque fois qui sont vraiment passionnés et qui déploient un dialogue et une énergie avec les artistes qu'il faut qu'on ait au-delà du rapport marchand. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Je me dis qu'il y a vraiment des sortes de familles de galeristes qui sont dédiées à cette démocratisation des œuvres d'art qui est présente dans les artothèques. Et je pense à Françoise Morin aussi, de la Galerie des Douches, qui a un rapport assez fort avec beaucoup d'artothécaires, hein, beaucoup d'entre vous aussi. Et voilà, et je trouve que ça, c'est assez beau, ce côté polyphonique et relationnel qui est présent vraiment dans les collections. Donc, je ne sais pas si ça répond. On va voir, on va rebondir en fonction de chaque expérience. Donc, tu es arrivé alors que 20 ans d'existence de l'Artothèque avaient déjà eu lieu. Ça faisait 20 ans qu'elle fonctionnait. Et donc, a été organisée, et je vais mettre déjà cette image, les 20 ans de l'Artothèque au musée. Je vais donner la parole à Hélène Jagot pour continuer la conversation. En mettant cette image en évidence, puisqu'elle
Et le moment où, en fait, Jean-Michel Le Bohec allait partir, on était en 2018, tu allais également partir du musée, puisqu'on était en 2018, et rentrer à l'INP et avoir un autre chemin. Donc, elle me permet de dire que voilà, en fait, Sandra, tu es arrivée au moment où ce que vous allez voir comme pièce ici avait été acquise depuis l'origine de l'Artothèque. Ça mettait le point final aussi d'un duo de travail d'Hélène et de Jean-Michel. Et donc, à ton arrivée en 2005, Hélène, au musée, comment s'est passée la rencontre avec Jean-Michel Aubec, puisque vous n'étiez pas dans la même structure, l'un à la bibliothèque, l'autre au musée, alors c'est pas très, très loin, mais voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel artothécaire il était? Tu nous as donné quelques exemples de sa personnalité, finalement fédératrice, avec une culture qui dépassait largement les arts plastiques. Voilà. Et quels étaient ses coups de cœur? Il en a mentionné un, on en parlera peut-être plutôt à la fin, celui de Barthélemy Togo, mais peut-être d'aller sur d'autres voies. Mais voilà, comment il procédait pour faire ses acquisitions? Est-ce que tu peux nous donner évidemment la voix de Jean-Michel à travers ta rencontre avec lui? Alors effectivement, donc moi quand je suis arrivée en 2005, donc l'Artothèque finalement avait avait intégré les murs de la médiathèque depuis pas si longtemps. Et en fait, l'équipe du musée était aussi l'ancienne équipe de l'Artothèque, puisque la responsable du service des publics et le responsable technique avaient été aussi, eux, intégrés à l'Artothèque à l'époque où en fait en 98, et c'est ça tout le paradoxe à La Roche-sur-Yon, c'est qu'il y avait un musée d'art contemporain donc qui avait été créé dans les débuts des années 80, qui avait constitué une collection de photographies très importante euh, pendant une quinzaine d'années. Et en fait, donc, revirement politique. Alors, c'est là où on a eu les belles années Lang, hein. On l'a vu avec le travail d'Arnaud. C'est vrai qu'on se disait que c'était quand même des moments où les gens étaient très enthousiastes. Il y avait beaucoup d'argent pour tous ces projets. Et en fait, il y a eu un revers un peu de médaille au développement de l'art contemporain à La Roche-sur-Yon, et le musée, en fait, a fermé. Et paradoxalement, le musée a fermé et l'Artothèque a ouvert. C'est-à-dire que ce qui a été reproché au musée, c'était d'être un lieu trop élitiste. Et de fait, l'Artothèque a été ouvert comme un lieu de diffusion de l'art contemporain auprès du grand public. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, justement, ce rapport véritablement à la démocratisation culturelle, qui n'était de fait pas du tout associé au musée, qui était voilà, considéré comme quelque chose oui, vraiment de trop élitiste, et qui ne pratiquait que l'art contemporain. Et d'où aussi l'orientation, je pense, au début sur l'estampe, et avec une non-prise en compte de la photographie, puisque l'Artothèque s'était lancé dans la question du multiple, mais vraiment simplement résumé à l'estampe sans introduire la photographie. Et donc, effectivement, avec l'agrandissement de la médiathèque, l'Artothèque, on leur a proposé, a priori, de rejoindre la médiathèque. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le musée a rouvert. Donc, il y a eu. Les personnels qui, avant, avaient été réintégrés dans l'Artothèque à la fermeture du musée, ont eu le choix de rester soit au musée, soit à l'Artothèque. Et donc, ils ont choisi de rester au musée, qui était leur lieu d'origine, mais ça a quand même créé des liens très forts tout de suite entre les équipes. Donc on va dire, avant même que Jean-Michel et moi on arrive, il y avait quand même ce lien qui était très fort entre les deux structures. Et puis effectivement, moi je suis arrivée en 2005, Jean-Michel était là depuis quelques temps. Bizarre, enfin, et c'est là aussi où les questions de personnalité comptent, c'est que ma prédécesseure sur le poste de directrice, de directeur du musée, n'avait pas du tout créé de lien avec l'Artothèque. Ça s'était pas fait. Alors sans doute parce que moi je venais peut-être davantage du milieu des arts plastiques, que j'avais, par des fonctions précédentes à la DRAC des Pays de la Loire, côtoyé le réseau art plastique des Pays de la Loire, que ce soit le FRAC, les différentes artothèques, des projets en 1%. Enfin voilà, donc ce sujet-là m'était un peu plus familier. Et c'est vrai que je suis plutôt d'une nature collaborative. Donc, mon premier réflexe a été d'aller voir Jean-Michel pour qu'on puisse échanger aussi sur nos projets et nos collections. Et c'est vrai que rapidement,
le principe finalement qui s'est un peu créé entre nous, c'était de dire, bah, le musée, on avait une salle d'exposition qui était plus importante que celle de l'Artothèque, et on avait aussi des moyens de production d'œuvres et d'édition qui étaient plus importants. Et en fait, on a créé un certain nombre de projets ensemble où finalement les expositions du musée servaient la collection de l'Artothèque. Ça a été le cas d'ailleurs des photos que tu avais mis précédemment. Donc toute la collection autour de Françoise Petrovitch, donc Oui. voilà la série On Rouge. reviendra précisément Voilà, sur ce point. les œuvres de Pierre Iquenot, de Oui, Patricia Cartero, de Anne-Laure Sacriste, Mm. en fait, ont toutes été produites dans le cadre d'expositions, Ouais. d'une série d'expositions dont on avait assuré le co-commissariat avec Jean-Michel Le Bohec au musée autour du dessin. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'était l'idée d'enrichir les collections de l'Artothèque. Et alors, ce qui était assez intéressant, c'est que avec Jean-Michel, donc on n'avait pas forcément les mêmes goûts. Alors, on se retrouvait sur un certain nombre de choses. On aimait tous les deux le rock and roll, mais pas forcément de la même génération. Voilà. Ça, c'était. Et puis, en termes d'artistes, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on avait tous les deux un goût pour la photo. Et moi, ce que je trouvais assez génial avec l'Artothèque, c'était justement ce que tu disais, Sandra, c'est ce caractère un peu hybride entre la collection privée et la collection publique, c'est-à-dire entre le désir de collectionneur et bah, la création d'une collection pour le public. Parce que finalement, nous, quand on achète des œuvres en musée, on les fait passer en commission scientifique d'acquisition devant la DRAC, on est obligé de justifier par rapport à un projet scientifique et culturel qui est quand même assez rigide. Et finalement, le choix personnel du conservateur, il s'efface aussi devant l'historicité de la collection. Ce qui était intéressant avec l'Artothèque, c'est que Jean-Michel, il avait aussi la possibilité d'acheter des choses qui lui plaisaient. Et alors ça, moi, je trouvais que c'était absolument génial. Est-ce que c'est Euh, toujours le cas, Sandra, de c'est- pouvoir acheter ce qui nous voilà, plaît et aussi? ça, c'est quand même Oui. assez cool. Donc, Ça reste une dominante, voilà. Une singularité. C'est peut-être pour ça que tu as dit, Sandra, que en fait, on ne fait pas le même achat pour un musée et Tout à pour fait. une artothèque. C'est parce qu'en fait, on va dire, le rôle du responsable est plus présent, plus fort, plus. Bah oui, il y a une Voilà, vraie ouais. liberté. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai demandé à Jean-Michel, mais parce que je l'ai croisé très rapidement dans un café, une demi-heure, voilà, c'était la passation. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis en place un comité de professionnels de l'art pour faire le choix d'œuvres? Il me dit, ben, ça s'est pas présenté. Et en fait, j'aimais beaucoup cette place de pouvoir justement, Choisir. moi, les choisir, Alors, faire le je dirais que lien c'était plus compliqué que directement. ça. J'ai l'impression que Jean-Michel choisissait avec Hélène, hein. Ah Donc, non, leur alors en comité était en partie de discussion, né de discussion, Alors en en tout fait, cas. c'était quand on produisait des expos ensemble, Oui. effectivement, comme on choisissait les sujets ensemble, de fait, derrière, il y avait parfois, alors le musée pouvait produire certaines expositions, mais ne pas acheter de pièces Oui. pour les collections du musée, parce que ça ne correspondait pas nécessairement à notre axe d'acquisition. Ça a été par exemple le cas des projets autour d'Alain Desvergnes. Alors, euh, je vais le mettre parce que euh, on parle de de- choses, voilà, j'ai Daniel quelques Stahl. visuels, hein. Alors oui, Alain Desvergnes, tu as passé Daniel Stahl, Stahl, hein. pareil. Voilà. Donc là, c'était des productions aussi musées et de fait, l'Artothèque a pu acheter des pièces. Et quelle était la distinction justement en se disant pourquoi telle œuvre pour tel endroit? Est-ce que comment se faisait la sélection en fait? Est-ce que c'est une question, certes, on s'entend bien du budget hein, qu'on a Alors, entre une artothèque et un musée, c'est il y avait différent. ça, il y avait parfois, par exemple, bon, bah, c'était le cas des œuvres d'Annelise. Nous, on a par exemple acheté des pièces uniques. Alors que l'Artothèque a pu acheter plutôt des multiples. Donc, il y avait aussi cette question-là. Mhm. Il y avait aussi des histoires de format. Mhm. C'est vrai que la collection de La Roche, il y avait parfois des pièces photographiques monumentales qui, de toute façon, n'avaient pas de sens en Artothèque nécessairement pour des prêts au public. Et puis, c'était aussi des histoires de sensibilité, c'est-à-dire que nous, il y avait des œuvres, enfin, en gros, il y avait des expos qu'on avait envie de faire tous les deux. Parce qu'on était vraiment intéressés par le travail d'un artiste. Et je me souviens d'une anecdote, enfin voilà, la dernière expo qu'on a produit ensemble, enfin série d'expos qu'on a produit ensemble, c'était sur le travail du photographe Julien Coquentin. Alors, je vais la mettre et comme ça, tu vas pouvoir nous parler avec, hop, oh là là.
Voilà, et en fait, de cette expérience. et Oui. en fait, c'était marrant parce que on traînait. Alors, c'est marrant parce qu'on traînait dans les mêmes librairies de photographie, mais pas au même moment. Mais des fois, on achetait les mêmes livres. Et à ce moment-là, donc, je trouve le livre Tôt un dimanche matin de Julien Coquentin. Je l'achète en me disant, il faut vraiment que je le montre à Jean-Michel. Je suis sûre que ça va lui plaire. Voilà, donc j'arrive à l'Artothèque. Je lui dis, regarde, j'ai un truc à te montrer. Et là, il sort le même livre en me disant, bah, écoute, ça tombe bien parce que je voulais t'en parler. Ça serait bien si on pouvait faire une expo. Et donc, je contacte l'artiste et il se trouve qu'il était, lui, en train de produire une nouvelle série. Donc, avec Jean-Michel, on s'est mis d'accord. Lui, il préférait la série sur Montréal et moi, j'étais intéressée par le nouveau projet de Julien. Donc, nous, on a produit l'expo, la série sur Saison Noire. Et puis, donc, Jean-Michel à l'Artothèque avait exposé la série Tôt un dimanche matin et on a travaillé ensemble sur un projet urbain dans la ville. Oui. Donc, en Bah, plus, il y avait vraiment eu un développement ouais. qui était assez large. Mm. Et Et comment vous financiez le projet? Comment ça se passait matériellement? Alors, souvent c'était, on essayait des fois de cumuler des budgets, en fait. C'est-à-dire que l'Artothèque pouvait financer aussi par l'acquisition de pièces. Nous, on avait des budgets de production et d'édition. Donc, on essayait des fois de mixer, c'est-à-dire que quand l'un avait pas assez de budget, on faisait passer des lignes de crédit. Enfin, voilà, donc on essayait de très mutualiser. artisanal. C'était artisanal, mais l'idée, c'était que les projets se fassent, Oui. qu'on Mm. puisse aussi sortir des éditions pour les artistes. On en a quand même beaucoup sorti conjointement, et ça, c'était important, sur de la coédition. Et c'est vrai que c'était vraiment l'idée de pouvoir offrir aux deux établissements, finalement, une visibilité. À la fois par l'exposition, mais aussi par l'entrée en collection de certaines pièces. Mhm. Et parfois, justement, en produisant les œuvres, le musée permettait à l'Artothèque des fois d'acquérir plus de pièces d'un artiste. Donc, c'était aussi un cercle vertueux qui était intéressant comme ça. Et je dois dire on a eu beaucoup de chance, enfin, et Jean-Michel a eu vraiment beaucoup de chance à l'Artothèque de bénéficier d'une relation privilégiée aussi avec la directrice de la médiathèque de l'époque, qui était Françoise Goisigou, qui était une conservatrice de bibliothèque passionnée d'art. Et je sais qu'ils choisissaient souvent ensemble. Voilà, ils faisaient un binôme. Jean-Michel me racontait qu'elle, elle aimait bien partir aussi pendant 2, 3 jours, faire les galeries avec lui. Voilà, donc il y avait vraiment ce lien très fort et cette, euh, cette véritable reconnaissance par la direction de la bibliothèque, de la médiathèque, de la particularité de l'Artothèque et de l'importance et de la chance finalement d'avoir cette institution au sein de la médiathèque. Et c'est vrai que ça aussi, ça a beaucoup bénéficié à l'institution. Je reviens en arrière. Est-ce que tu peux nous parler de, on va dire, ce grand événement, dessin acte 1, dessin acte 2, où on voit des artistes qui aujourd'hui, comme Françoise Petrovitch, ont une envergure internationale, je dirais, qui en 2010 n'était peut-être pas identique. Quel est le rôle en fait de chaque institution dans la connaissance peut-être du public de ces œuvres? Enfin, je m'exprime peut-être mal, mais je dis comment l'Artothèque peut porter aussi une carrière artistique tout autant qu'un musée. Enfin, est-ce que c'est les mêmes conséquences? Enfin, comment le reçoit un artiste, toi qui le vois de point de vue de l'institution? Euh, Bah là, c'est vrai qu'on avait vraiment assuré un co-commissariat. Donc, ouais. il y avait eu vraiment des choix d'œuvres et d'artistes en commun. En particulier, par exemple, Pierre Knot, que moi je connaissais pas et Mm. que Jean-Michel connaissait bien, dont il avait déjà acheté des pièces pour l'Artothèque. Donc, ça avait aussi permis de mettre en valeur déjà des fonds qui étaient présents à l'Artothèque et de les enrichir derrière, puisqu'il y avait eu à chaque fois des acquisitions. Et par exemple, dans les contrats avec les artistes qu'on avait menés pour le musée, il y avait systématiquement présent l'acquisition d'une pièce pour les collections de l'Artothèque. Donc, en fait, ça avait vraiment été inscrit dans le contrat avec les artistes pour vraiment cette idée de défendre aussi cette collection et de l'enrichir à cette occasion-là. Et en particulier pour Françoise Petrovitch, je crois, je ne sais plus, il y avait une trentaine ou une
quarantaine de pièces Ouais, c'est de rouge. En fait, Mmh. on avait produit toute une partie de la série et on avait négocié finalement conjointement que un exemplaire de toute la série produite arrive à l'Artothèque à la fin de l'exposition. Donc c'est vrai que c'était aussi intéressant ce lien très fort. Et je pense que ça a vraiment pu permettre à ces artistes d'être connus du public aussi. Puisqu'alors c'était drôle que souvent dans les vernissages, on disait qu'il y avait des œuvres qui allaient finir à l'Artothèque. Donc il y avait des gens qui allaient voir Jean-Michel en s'inscrivant déjà sur la liste d'attente, alors même que l'exposition venait de commencer. Donc il y avait véritablement aussi une attente du public. Et ensuite, je pense vraiment une familiarisation. Enfin, le fait de vivre avec une œuvre chez soi, c'est évidemment pas du tout la même chose que de la regarder dans un musée. Et il y a sans doute des artistes qui sont devenus, je pense, un peu chers au cœur des Lyonnais parce qu'ils ont pu les avoir chez eux et en bénéficier aussi à titre personnel. Donc voilà, donc ça, c'est aussi intéressant. Merci. Je vais en venir à la dernière collaboration qu'on va faire. C'est pas la dernière collaboration dans la durée, dans le sens où elle a eu lieu en 2011 avec toi, Anne-Lise. On va dire la double structure musée Artothèque La Roche-sur-Yon. On voit apparaître, c'est pour ça que je l'ai choisi comme élément de fin. On voit l'œuvre ici, je crois que c'est Caillou qui se trouve juste dans cette place, cette petite place en bas. J'avais jamais Je, vu son encadrement. Du coup, voilà, je crois que c'est découvre. elle. Alors, elle est mal reproduite ici, Non, 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 mais j'ai mais cru la je savais pas deviner. comment elle Et était. justement, après, on aura une reproduction de cette œuvre dans le PowerPoint. On ne voit pas sa présence physique et matérielle. Je pensais que c'était important de la remettre ici pour qu'on la voit telle qu'elle est présentée et telle qu'elle est empruntable à l'Artothèque. On va parler de la coproduction qui a été réalisée avec les deux institutions et toi. Mais avant tout, je voudrais qu'on ait le temps de regarder le travail d'Anne-Lise pour tous ensemble, on puisse voir cette œuvre, ce protocole, comment son travail se construit, se nourrit à la fois du littéraire, de l'expérience, du visible. Voilà, et je te demanderai effectivement de faire peut-être une lecture de ce qu'on va avoir regardé. Alors, il faut qu'elle se lance. C'est toujours compliqué de faire ça. J'espère qu'il y aura du son. Oui, le son est bon. Oui, alors je ne sais pas comment on peut enlever cette chose horrible. Voilà.
Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce que nous venons de voir pour que pour chacun d'entre nous, ça soit clair à la fois ce que tu fais, mais pour quelles raisons là tu l'as réalisé, dans quel contexte, et ça fera écho effectivement à Ouais. ce que tu as exposé à La Roche-sur-Yon. Donc en fait, ce petit portrait filmé a été réalisé dans le cadre d'une double exposition qui y avait été présentée, qui était une exposition commande du Musée de la vie romantique à Paris et du domaine de Nohant, donc deux tutelles différentes, les musées de la ville de Paris et les monuments nationaux. Et donc, ce petit opus vidéo montre à quel point je suis attachée aux lieux, qui sont pour moi des lieux d'écriture. Donc là, vous avez pu voir la Mare au diable, par exemple, qui était, là, j'interrogeais l'œuvre de George Sand, puisque c'était celle qu'on me commandait. Et moi, le rapport à la littérature est très fort, puisque je dis toujours que sans lire, je ne vois rien, que je vis vraiment une expérience de la littérature par le regard, c'est par l'image, enfin, c'est par la lecture que les images me sont apparues. Et l'appareil est pour moi comme une prothèse du regard où j'essaye de retrouver des images mentales qui se sont d'abord fabriquées derrière la rétine et que je vais retrouver sur les lieux d'écriture, des lieux liés aux romans que j'ai pu lire, aux récits. Et j'essaye de faire remonter comme ça à la surface cette matière littéraire et cette émotion de lecture. Parallèlement, donc vous comprenez que c'est plutôt le processus de fabrique d'images qui m'intéresse et que le tirage argentique bloque ce processus, à l'arrête et donne à cette image mentale que j'affectionne, que j'adore, qui flotte dans ma tête, un coup d'arrêt. Et j'ai un rapport assez déceptif. Enfin voilà, j'ai une séparation et c'est un nom. Voilà, même si j'adore la matière argentique, hein, mais bon. Donc j'ai pu poursuivre comme ça cette interrogation en voulant fabriquer des images qui resteraient flottantes, puisque dans l'histoire de la photographie, on n'a pas eu trop de problèmes à enregistrer l'image, mais on a eu beaucoup de problèmes à la fixer. Et je me suis emparée de cette difficulté pour pouvoir rejouer cette histoire photographique, de la technique photographique, en fabriquant des surfaces comme ça, flottantes, qui bougent et qui se révèlent en permanence sous le regard du spectateur. Prolonger la révélation, en fait, et presque dans l'apparition mystique, en fait, de l'image et impliquer le spectateur dans ce processus. Donc, j'ai commencé à basculer vers donc de la partie, enfin, disons, une pratique d'œuvre multiple qui était la pratique photographique argentique. Et je l'aimais pour ça aussi, pour sa reproductibilité, vers une œuvre unique, où j'ai commencé disons qu'à redessiner, à apporter de la mine graphite, simplement, sur les tirages, à même le tirage argentique, en fabriquant une matière hybride. Le graphite se maille avec la gélatine et fabrique une nouvelle matière qui bouge, qui est aussi photosensible, qui réagit à la lumière et qui fabrique des reflets et qui rejoue aussi ces surfaces qui étaient assez magiques de l'époque primitive de la photographie, qui sont les daguerréotypes, toutes ces magnifiques matières. Et donc voilà. Et il y avait cette question du temps, ce maillage de temporalité entre un clic-clac du 30e ou 60e de seconde à 3 mois d'intervention sur un dessin pour refabriquer un négatif, en fait, presque, qui devient, qui se révèle par le regard. Donc, il y a un retour au regard. Et puis, c'est dans ce cadre-là que je prolonge aussi ce dialogue avec l'atelier de l'Urla, puisque la photographie vient aussi de la gravure. Et donc là, de la gravure, on est allé à la photographie. Et moi, de la gravure, je reviens vers la photographie. Je fais le sens à rebours. Et donc voilà, donc c'est questionner toutes ces matières et ces processus, qui sont des processus d'écriture. Et j'aime beaucoup passer de l'œil à la main, écrire avec le regard et écrire avec la main, le dessin. Mais très simplement, c'est-à-dire que la prise de vue, c'est un 50 mm monté sur un Nikon argentique et l'intervention, c'est
un crayon de bois, voilà, tout simplement. Donc, je crois que, et puis toujours un dialogue avec la littérature aussi, qui est dans l'ordre de la traduction, c'est comment on rend compte de la nécessité ou de l'écriture, de la couleur d'un texte par l'image. Donc, dans une logique de traduction comme d'une langue à une autre, en fait. Voilà. Merci. Je vais rebondir sur justement cette œuvre que tu as découvert, Hélène. Bon, évidemment, ce n'était pas celle qu'on a vue réalisée pour Nohant, ni pour le Musée de la vie romantique, puisque votre rencontre s'est passée bien avant cette réalisation. C'était 2005 ou 2006. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert l'œuvre d'Annelise et comment le projet de commun avec l'Artothèque s'est mis en place? Je vais montrer des visuels pendant que tu parles de cette rencontre. Alors en fait, On reviendra sur les images. je me souviens qu'on s'était rencontrés donc à la quinzaine photographique nantaise, donc où tu étais venu puisque tu exposais une série à l'époque que tu travaillais avec Nicolas Comment. Et donc tu étais là, donc ça avait. Ouais, c'était la série Fading voilà, qu'on avait construite avec Nicolas et qui a été présentée d'ailleurs. C'était nos Oui. deux premières relations avec les Artothèques, avec Michel Dolman à l'Artothèque de Grenoble et à Pessac. Voilà. Et puis à la quinzaine photographique qui a été l'occasion de rencontrer Hélène. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là. Donc quand on s'est rencontrés, donc j'avais proposé à Anis qu'on puisse travailler à un projet. Donc au début, qui était un projet seulement musée. Donc on avait vraiment commencé à travailler sur un projet autour de 4 séries. C'était d'ailleurs le moment où tu commençais à travailler justement la question du crayon graphite et de la photographie. Donc avec la série sur la Sainte-Victoire. Ouais, le son de Sainte-Victoire. Et c'est vrai que, bah, on va dire un peu comme d'habitude, on a partagé avec Jean-Michel Le Bohec sur nos projets. Et c'est vrai que vous vous êtes rencontrés et est né donc un autre projet, mais finalement qui était, alors là, vraiment complètement original, puisque tu as travaillé avec Mahu, donc qui est dans Voilà, la qui salle. est dans la salle. Voilà. Ben oui, ben ça c'était la passion du rock aussi. À cette époque-là, je gérais aussi un label, hein, celui de Rodolphe Burger. J'avais pu rencontrer Dominique Mahut, qui était très connu comme percussionniste, notamment d'Igelin. Et puis Jean-Michel était fan de musique. On a très vite parlé rock. Et puis moi, quand il y a eu cette invitation, il y avait ce rapport à la littérature et je connaissais cette série de Mahut de dessins qui avait été réalisée sur scène dans le cadre d'une mise en scène de Tatiana Vial du texte de Duras, Des journées entières dans les arbres. Et Mahut avait tout un corpus de dessins. Et donc, je l'ai invité, parce que Duras, moi, est quand même un auteur phare qui m'a guidée, qui me guide encore. Et j'ai invité Dominique à exposer avec moi. Et donc, on a créé une série. Enfin, moi, j'ai créé une série inédite de photographies, puisque nous sommes allés l'un et l'autre sur les lieux, enfin, dans une maison qui était sa maison natale que j'ai photographiée, qui était en Gironde, et qui était la maison aussi où son père peignait. Donc, il y avait, enfin, elle était pas, c'était peut-être pour lui sans doute un éveil à l'image grâce à l'atelier de son père. Et donc, j'ai photographié cette maison qu'on a mis, donc cette maison où il jouait dans les arbres et où il passait des journées entières dans les arbres, peut-être. Et donc, on l'a mis en dialogue avec ses dessins. Et donc, il y a eu toute une scénographie comme ça que nous avons conçue à deux, maillage de dessins et de photographies, de deux écritures. Voilà. Donc, l'Artothèque a acquis aussi un dessin de Mahut, en plus de mon tirage, donc les galets, qui ne sont pas n'importe quel galet, puisque c'est les cailloux. Voilà. Ce sont les cailloux avec lesquels Mahut faisait des ricochets pendant des heures dans la Gironde.
Vous Voilà. nous parlez justement de l'échange autour de cette image pour qu'on comprenne bien comment elle s'est construite et peut-être comment s'est passé le choix de Jean-Michel, pourquoi cette image? Peut-être qu'Hélène, tu connais voilà, le choix de Jean-Michel. Est-ce que c'était aussi le tien, Annelise? Est-ce que Je crois que c'était une image, enfin pardon. Mahu pourra peut-être le confirmer puisqu'il est dans la salle, mais c'était une image qui était symboliquement très importante dans cette série. Il y a eu enfin voilà, dans ce temps commun qu'on avait passé parce que donc je suis allée dans les lieux avec Mahu, Mm. enfin, faire les prises de vue, et puis donc là on est sorti de la maison, on est allé au bord du fleuve, et voilà, elle incarne aussi bien, je pense, une écriture de Mahu que son enfance, que la mienne, et que voilà, c'est aussi, on peut faire du bruit avec les cailloux, c'est aussi la rythmique, donc voilà, je crois peut-être que cette image, c'est un peu Mahu. Une synthèse de quelque chose, hein. Et en Non, plus, cette image, c'est oui. fou parce que là, je travaille à l'Urla, donc c'est autour de Malarme. Et, et en fait, je mets des plaques, c'est par rapport aux écritures d'eau. Et c'est cette image-là qui m'a amenée à prolonger mon geste en mettant des plaques de cuivre dans la Seine, où habitait Mallarmé à Valvin. Et donc, c'est des plaques qui sont gravées par le lit de la rivière. Et c'est ce souvenir de cette image qui m'a dit, mais en fait, peut-être que ces cailloux là, voilà, donc c'est pas les mêmes, mais pourraient écrire et graver des plaques. Et voilà. Donc c'est aussi a posteriori finalement cette image a son importance dans mon geste. J'ai juste faire un écho justement sur cette image. Sandra, est-ce qu'elle est beaucoup sortie? Comment elle vit sa place dans la collection de l'Artothèque? Est-ce que tu en sais quelque chose depuis 2019? Comment elle s'insère dans l'ensemble? Voilà, comment elle a complété en 2011 l'ensemble. Je pense qu'Hélène aussi peut-être essayer de voir comment elle s'insère dans les autres achats de Jean-Michel de l'Artothèque. Et oui, quelle vie elle a, en fait. On s'interroge toujours sur le parcours des œuvres. Est-ce que celle-ci, on peut en connaître un peu le parcours? Ça, c'est une œuvre qui est très empruntée. Ben Elle voilà. n'est jamais dans nos espaces, donc ça veut dire qu'elle est toujours Elle est toujours partie, elle est toujours voilà, sortie. chez les particuliers ou ailleurs. Et ben moi, j'aime bien en fait cette idée que oui, il y a un rapport très fort à la littérature dont on travaille et qu'on soit justement quand même dans une médiathèque dans le monde des livres Mm. et qu'on ne le voit pas forcément. C'est comme une image simple et une image de l'enfance, oui, les ricochets sur l'eau, mais ça traduit, c'est un ouvroir potentiel voilà, sur plein de choses, de la musique, la littérature et autres. Et puis j'ai l'impression que dans ces images-là, c'est comme s'il y avait aussi une sorte de courant d'air. En fait, on sent l'air autour de soi. Il y a quelque chose de très sensitif en fait dans cette œuvre où on est focalisé, oui, sur des galets en fait, sur voilà quelque chose de très matériel. Sur pas grand-chose. Oui. Surtout. Ouais. C'est de la simplicité, mais en fait, on sent finalement presque tout un paysage dans un rapport très simple et un cadrage, voilà, comme ça, très, très fort. D'accord. Et Hélène, tu sais pourquoi Jean-Michel aurait potentiellement choisi cette œuvre pense plutôt qu'il- qu'une autre, plutôt que, il me semble qu'on en avait discuté, Agnès, tu pensais peut-être à celle-ci comme œuvre potentiellement à acquérir par l'Artothèque, hein, plutôt, non, Oui, j'avais pensé plus tu avais celle-là. Au pensé. départ, je m'étais dit, tiens, et puis, mais en fait, non, les cailloux se sont imposés, mais je pense pour les raisons, enfin, Ouais, voilà. je pense que c'est aussi vraiment le projet avec Mahu. Enfin, Oui. c'était. Enfin, Mhm. je sais que Jean-Michel tenait beaucoup à ce projet, qu'il Mm. en était très heureux. Et ça a été, en particulier, je me souviens de très beaux moments de vernissage, de Mm. rencontres. Il y a eu de la musique, il y a eu, enfin voilà, c'était Mm. aussi des moments de partage, je pense. Et derrière, Mm. bah, finalement, cette histoire
particulière de l'exposition, elle se retrouve dans l'acquisition. Mhm. Et dans les deux lieux, vous nous avez permis, alors au musée, enfin, vous avez vu, le sol était devenu complètement C'est la blanc. seule fois où on l'a Enfin, fait. je veux dire, voilà, parce que moi, Je vais remonter, j'ai voilà. des idées de scénographie toujours un peu folles et un peu, enfin, c'est quelque chose que j'intègre dans mon geste. Le musée était entièrement blanc, le sol, etc. Le papier peint. Et puis à l'Artothèque, enfin, on avait, avec Mahu, conçu des structures, les néons au sol bleu. Enfin, voilà, on avait vraiment reconçu un écrin au sein même de la médiathèque. Parce que le lieu d'exposition était un peu ingrat. Enfin, il existait, c'était un lieu de passage, en fait, à la médiathèque. Là, on avait vraiment recomposé et créé un écrin. Bon, les néons, c'est aussi parce que m'a eu un rapport fort à la scène. Donc, l'éclairage, voilà, on avait été conseillé. Puis il y avait aussi ce rapport de Plot. On avait fait toute une sélection de textes. Il y a plein de petites feuilles qui étaient, enfin, c'était des citations que les gens pouvaient emmener. Oui, je C'était sais notre pas. charge mentale un peu, voilà. Et d'ailleurs, on voit la maquette de la maison au fond, là. C'était la Oui, maison, on voit la voilà. maquette. Et effectivement, je me souviens que cette Mm. question scénographique, qui était un Mm. peu finalement une première pour Mm. l'Artothèque, avait derrière déclenché aussi une sorte de libération sur les expositions et de se dire, en fait, c'est possible aussi de faire de la scénographie finalement, même dans la salle d'expo de l'Artothèque. Oui. Donc derrière aussi, il y avait eu ce mouvement assez positif pour d'autres projets à la suite. Ouais. Je vais remonter en arrière et on va parler un peu plus de la partie au musée pour que tu puisses nous parler de cette exposition. Peut-être son impact aussi dans ta vie. Voilà, comment s'inscrit ce genre de projet avec une structure et les acquisitions faites par le musée, peut-être voir quelle est la singularité justement de l'Artothèque, la singularité du musée dans ses acquisitions et qu'on prenne conscience justement de cette différence de lieu et avec les acquisitions réalisées ici. Voilà, on Alors, va donc, s'arrêter ouais, là. donc, il y avait 4 salles, hein, quatre espaces. Pardon, il y avait 3 salles, mais avec la scénographie, justement, Ouais. ce mur que vous avez gardé après. Ouais. Que j'avais, enfin, voilà, j'ai voulu marquer 2 espaces dans une salle. Donc la salle qui regroupait le centre Sainte-Victoire et Vermillon. Donc Vermillon qui était donc le centre Sainte-Victoire que vous voyez là, première démarche avec enfin retour au dessin et première intervention dessinée sur les tirages argentiques. Série que je vais rejouer dans le cadre de Cézanne 2025, invitée par Marie-Hélène Lafont et Colin Lemoine. Et d'ailleurs, on va emprunter le grand truc là. Donc voilà, donc ça continue. Et je vais la rejouer. Bon, bref. Et donc, il y avait donc 4 espaces, donc, que j'ai appelé quatrains, comme Oui. enfin, voilà, un Oui, poème. je le mets là. Et donc, il y avait Au Roi du Bois, qui est une série autour du mythe de Némi. Le Roi du Bois, figure littéraire, enfin d'abord, qu'on retrouve dans l'Antiquité, dans des rites païens dédiés à Diane, puis après qu'on retrouve chez Bataille, la Céphale, et qu'on retrouve chez Pierre Michon avec son livre Au Roi du Bois qui se place sur les pentes du lac de Némy. Bon, il y a toute une interrogation sur le lieu. Le Son de Sainte-Victoire. Vermillon qui est vraiment un dialogue avec Pierre Michon. Le livre est sorti c'était la même année, non? C'était oui, c'est ça, hein, parce que je ne sais plus, je m'y perds. Et Carneda, et donc Carneda qui a fait l'objet d'une édition avec le musée et qui a été accueilli par Isabelle Tessier et donc coproduction au niveau du livre. Voilà. Donc les répercussions, en fait, moi, parce que je veux dire, je salue toujours le courage de ces institutions en région face à la frilosité parisienne. Hein, voilà, je le dis haut et fort. Les découvertes, les prises de risques et les carrières des artistes se font en région grâce au défrichage et, euh, et à vos programmations courageuses, tous ici présents. Donc voilà, on attend.
enfin, c'est une réalité, mais qui n'est pas assez, parce qu'après, l'institution parisienne enfin, souvent récupère la découverte d'auteurs, alors qu'ils tournent depuis une dizaine d'années en région. Donc, ça suffit. Remettons voilà, de l'ordre dans tout ça et révélons voilà, les enjeux, en fait. Donc, moi, ma première aussi exposition personnelle, c'était au Granit. C'était Monique Chiron, que j'ai revue il n'y a pas très longtemps. J'étais ravie de la revoir. Ben voilà, carte première expo personnelle. Toi, c'était la deuxième, disons d'envergure. Et évidemment que ça propulse. D'abord, ça donne confiance. Ça permet aussi de faire ses gammes, d'appréhender, de jouer. Enfin, comme je vous disais, la scénographie pour moi est extrêmement Peut-être qu'on a importante. plus cette écoute-là aussi, Aussi, cette et liberté. puis, parce que c'est aussi, alors à l'époque, peut-être que maintenant c'est un peu plus, enfin quoi qu'à Tours, là on a rejoué une collaboration à Tours. Bon, maintenant on est un peu rodé, donc c'est, voilà. Mais c'est aussi des infrastructures qui sont peut-être plus souples et qui permettent peut-être plus de liberté, justement, de passer d'une ligne à l'autre d'un point de vue de budget. Bon, alors là, il me manque à ça, là, mais là, je peux le récupérer là. C'est vrai que, par exemple, l'expérience au musée de la vie romantique, la tutelle Paris Musée, le conservateur, à part une visibilité sur l'achat des gommes, je crois qu'il n'en a pas beaucoup sur son budget, en fait. Tout simplement. Donc, c'est souplesse zéro. Donc, ça permet aussi une grande liberté. Et Hélène, tu as fait l'achat, donc, je crois, de la Sainte-Victoire, Oui, vu alors qu'elle en nous a fait, dit qu'elle serait empruntée. on a acheté plusieurs pièces et d'ailleurs, tu nous en as offert d'autres à cette occasion. Ouais, je sais plus. Donc effectivement, cette grande œuvre autour de la Sainte-Victoire, Ce ce nuancier. ce grand jeu à peindre finalement Ouais, c'est avec un les nuancier. nuances, On le voit voilà. bien là dans ce détail. Et qui en fait était vraiment une œuvre de musée. Enfin là, Ouais, il y avait vraiment cette bon déjà par sa taille, le caractère unique, caractère aussi presque performatif de la reproduction, parce qu'à chaque fois, faut remettre en scène cette pièce. Qui nous évidemment faisait écho On la à toute voit la bien. question de l'histoire de l'art, du paysage. Et c'est sur du papier photographique Voilà. que je fixe à blanc. Je dessine que sur du papier photographique à chaque fois. Et C'est donc, jamais du canson. Enfin voilà, et c'est donc toujours. après, on avait également acheté une autre pièce autour de la Sainte-Victoire et puis donc le Mont Blanc. De Mont Blanc et puis deux rois Je du sais bois. pas si on Et deux rois du on bois. les voit. Voilà. Ouais, c'est le grand Oui, triptyque. voilà. C'est ça? Ouais. Non? Oui, Il me je sais semble que plus. c'est celui-là. Ouais. Et puis effectivement, deux rois du bois. Et c'est vrai que la différence finalement entre les acquisitions pour le musée et celle de l'Artothèque, c'est aussi parce que le musée, on s'inscrivait à la fois dans l'histoire du paysage 18e, 19e, voilà, très présent dans la collection. Également la question de la photographie dite plasticienne qui avait été au cœur des premières acquisitions à La Roche-Chalon dans les années 80-90. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment cet enjeu de s'inscrire dans une histoire à la fois du médium et du genre. Voilà qui résonnait, ce qui n'est évidemment pas du tout forcément le cas des collections d'Artothèque où finalement encore une fois la question du choix personnel ou du comité d'acquisition peut être beaucoup plus libre. Nous c'est vrai qu'on avait vraiment une orientation qui était assez forte dans le projet scientifique et culturel du musée. Et donc, alors là, pour sortir un petit peu des acquisitions, en fait, j'y repensais en regardant un peu toutes les expositions. Moi, je me suis rendu compte que le lien avec l'Artothèque de La Roche, en fait, avait vraiment permis au musée de développer des coproductions, non pas avec des musées, mais justement avec des artothèques et des lieux dédiés à la photographie. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Voilà, je pense qu'il Voilà. faut couper vos micros en distanciel. Si ce n'est pas fait, faites-le. Merci. Puisque on a produit plusieurs expositions avec Vitré, je regarde Isabelle, on avait également beaucoup avec les Bretons, hein, Lannion, voilà, alors qui est un centre d'art, mais dédié à la photographie, mais finalement à chaque fois, il y avait ces liens qui étaient plus fluides finalement entre ces institutions que parfois avec d'autres musées.
dont les fonctionnements, encore une fois, étaient parfois Ouais, plus plus liquide, rigides ouais, c'est ça. que des artothèques, des centres d'art, des lieux en particulier dédiés à la photographie. Et c'est vrai qu'on a coproduit parfois 5 ou 6 lieux des expositions avec des éditions, ce qui permettait aux artistes de leur offrir finalement une production d'œuvres importantes qui pouvaient derrière aussi resservir en exposition et en itinérance, et puis des éditions qui gardaient la mémoire du projet et permettaient également à l'artiste de pouvoir diffuser son travail. Donc il y avait, je pense, vraiment dans cette action collaborative, alors qui était certes à La Roche-sur-Yon, mais plus largement, véritablement le désir d'être partie prenante de la diffusion et de la défense des artistes en région, et vraiment de jouer ce rôle à la fois de défricheur, mais aussi de soutien Là, à c'est la le création. cas aussi, parce que là, je vais vivre une expérience, une exposition qui va ouvrir à l'Artothèque d'Angers le 14 mai. Donc, Élodie Derval avait fait, donc c'était passé en comité d'acquisition, parce qu'à Angers, il y a un comité d'acquisition, mais Élodie souhaitait que je présente une œuvre, donc qui était pour le coup là une pièce unique, un dessin. Et donc un paysage, que j'appelle un dessin photogénique, pour reprendre la formule de Talbot au moment de l'invention de la photographie. Et donc cette pièce autour du paysage, en fait là, il va y avoir une nouvelle exposition. Enfin, cette acquisition permet une invitation avec Grégory Markovic et François Réau. Nous sommes tous les trois invités à œuvrer face à des collections du FRAC Pays de Loire, avec des œuvres de Pennon, de Garouste, de Yann Peiming, etc. Et on va, ça se rejoue. Donc c'est cette acquisition qui permet une nouvelle relation. Et voilà. Donc en fait, ça va dans un sens et dans l'autre. C'est que c'est parfois l'acquisition qui est le point de départ de la relation. Et inversement, nous, ça a été la relation qui a permis l'acquisition. Enfin, Ouais. voilà. Parce Donc, que, oui, tu parles du travail réalisé qui a été acquis par Angers, mais il y a d'autres artothèques qui possèdent ton travail. Donc, je pense que tu as tenu à cœur de parler justement de cette Oui, première mais voilà, expérience avec Michel la Dolman première en était avec Michel 2006. Dolman, qui est lié à un lien fort avec Plossu, dont à l'époque, donc moi j'étais en. Donc c'était un travail de couple, hein, puisque avec Nicolas Common, une série qui s'appelait Fading, autour de Prague, un plan sentimental de Prague. On s'était emparé d'un texte de Roger Vaillant, et aussi un hommage à un photographe très lié à l'Artothèque de Vitré, un hommage à Magdi Senadji. Donc voilà, tout ça faisait sens, et qui était un proche de Plossu aussi. Donc Michel nous avait invités, première exposition. Après, cette exposition est allée à l'Artothèque de Pessac, où il y a eu une acquisition. Et puis voilà, ensuite Vitré, et puis Angers. Oui. Voilà. Très bien. Et par rapport aux institutions, tu parlais des institutions nationales, c'est-à-dire celles qui se trouvent à Paris. Est-ce que tu peux nous dire le travail qui est conservé dans ces institutions? Il y a Quelle différence peut-être notes-tu dans leur choix, et comment le dialogue Alors, se passe? Est-ce qu'il est identique? moi, je ne fais partie que d'une seule collection nationale, qui est celle de la Bibliothèque nationale de France, à l'époque de Anne Birolo. J'avais ce grand chantier autour de Bataille, hein, de Georges Bataille, forcément lié à la Bibliothèque nationale, puisque Bataille a été un des conservateurs de la BNF. Anne Birolo avait découvert mon travail à l'époque, j'étais à la Galerie Vue. Elle avait très vite soutenu mon travail d'écriture photographique. Elle avait voulu, avant son départ, acquérir un ensemble. Donc, elle a acheté 13 tirages. Ma série autour de Bataille était balbutiante. Je la démarrais. C'était en 2013. Voilà, non, là, elle n'est Non. pas. Enfin, Elle ne va pas être représentée, je ouais, crois. c'est Non. dans je ne sais pas s'il y a le petit film final. Oui, Non, on va voilà. le mettre. On va le mettre. Donc ça, c'est un gros œuvre que j'ai conduit pendant 10 ans,
Et Louise Conessa a pris le relais en achetant, mais presque en me commandant pour cette exposition Épreuve de la matière, un ensemble de 4 déclinaisons autour d'un bouquet de lys, dont 2 ont été présentées là dans la dernière exposition. Et voilà, donc là, c'est aussi des personnalités, c'est une continuité d'une singularité de collection. Pour le reste, non, moi, j'ai pas d'œuvre dans les fracs, j'ai pas d'œuvre, j'ai dans les œuvres dans les artothèques, quelques-unes. Et au CNAP, on a fait un dépôt, commission en septembre, on verra. Et Mais- peut-être ce futur purgé de l'Urdla qui rejoindra. L'Urdla Comme d'office Cécile me l'a revient. dit, elle le souhaite. Ouais, Voilà. l'Urdla vient Voilà. d'office. De toute façon, j'ai eu une bourse qui est la bourse Stampa, qui réunit la BNF et la DAGP. Donc, par contrat, de toute façon, il y a un don, enfin, dans le cadre qui va à la DAGP et à la BNF, voilà, de ces rapports photographie et tirage argentique. Photographie et gravure, pardon. Voilà. Merci. On va passer à nouveau à comment cette œuvre Caillou dont tu nous as parlé intègre la collection, une collection que l'on va découvrir à travers une sélection que tu as proposée, Sandra, et que nous allons regarder. Peut-être, moi j'ai trouvé que cette œuvre d'Annelise était très singulière en termes visuel en fait par rapport à la sélection que tu as montrée qui révèle en fait une richesse extraordinaire de la collection et surtout je trouve qu'elle fait parfaitement écho à la création contemporaine alors qu'on pourrait croire que l'artothèque peut se placer un peu à côté on va dire des grandes institutions. Je crois qu'elles sont vraiment intégrées vraiment à ces grandes institutions pour des choix qui sont singulièrement, pas similaires, mais vraiment proches de cette similitude, en fait, dans des parcours. Voilà. Donc, je vais juste passer rapidement les images. Donc, vous voyez qu'il y aura 2 sessions, les acquisitions 2001-2019 et puis depuis ton arrivée en 2019. Est-ce que tu peux nous parler du choix que tu as réalisé pourquoi Soldewitt, Ristel-Huber parce qu'ils rendent compte véritablement de la richesse de cette collection. Alors, Oui, moi, j'avais pu constater justement quand je suis arrivée qu'il y avait une certaine tendance avec la BD, le street art, le land art aussi, et la photographie de paysage, et également le portrait, donc qui était assez bien représenté dans la collection. Et donc voilà, je me suis dit qu'en effet, à la fois, il y a la photographie contemporaine que moi, j'essaye de continuer aussi avec là, les derniers achats, par exemple, de Géraldine Lay ou de Smith, ou même de Pierre-Yves Ellou. Donc, on est à la fois sur un regard justement sur ce qui se passe sur le territoire en région. Pierre-Yves Ellou est un artiste nantais. Et on va également, voilà, moi, dans la continuité justement de ce rapport à l'univers de la BD, eh bien, la dernière acquisition, par exemple, c'était un Lorenzo Mattotti, en rappel voilà, à toute cette veine, parce que je me dis qu'il faut quand même respecter une certaine cohérence qui existe déjà, tout en étant, voilà, en continuant cette ouverture finalement sur les collections, avec notamment, là, vous voyez aussi, j'ai mis le travail de Zhu Rong, qui s'inspire d'œuvres du musée, en fait, qui avait fait une exposition aussi au musée. Donc, c'est une œuvre, là encore, acquise suite à une exposition politique, voilà, d'exposition politique d'acquisition. D'ailleurs, une œuvre de Stéphane Couturier. Ah oui. Oui. Et donc, le travail de Zhu Rong, là, elle a été sélectionnée récemment par donc, une autrice, Yakuta Alikavazovic, qui est en résidence actuellement au Grand Air et qui fait un très beau travail sur elle est dans le secret des œuvres oubliées. Il y a des œuvres de l'artothèque qui ne sont jamais empruntées. Est-ce qu'on en voit ici dans ta sélection? Mais visiblement, c'est de Peut-être. Zhu Rong. Zhu Rong, elle faisait ne- partie elle- de celles qui étaient D'accord. très peu empruntées ces derniers temps. Et donc là, la mission de Yakuta, ça a été de réveiller ces œuvres-là avec un texte. Donc on a mis à disposition, elle écrit 3 textes en fait, donc sur 3 œuvres, dont l'œuvre de Zhu Rong. Et donc, les abonnés viennent, ils voient une œuvre, enfin, ils ne voient pas d'œuvre, justement, elle est sous papier craft, et ils ont la surprise de pouvoir, justement, désirer l'œuvre ou aller chercher l'œuvre à travers ce texte de Yakuta
qu'on leur offre. Et je trouve que ce rapport justement des œuvres oubliées qu'on a parfois, oui, dans les institutions, dans les réserves ou dans les artothèques, c'est un sujet très intéressant et ça montre aussi comment eh bien, une collection parfois, au bout de 20 ans, qu'est-ce qui fait? Est-ce que la valeur de l'œuvre, est-ce que l'œuvre tient toujours ou est-ce que justement ça a été, un choix un peu plus faible parfois dans une collection? C'est ça aussi le rapport aussi des œuvres parfois qui sont fortes et d'autres qui vivent peut-être moins bien leur vie et en fait, elles ont toute leur place dans l'artothèque puisque c'est le panorama de l'art contemporain à un instant Mmh. T. Ça, c'est vraiment super important, je trouve et du coup, voilà, c'est ce travail, ce geste de l'écrivain qui, par la plume, va, susciter le désir à travers une œuvre, du coup, qui devient aveugle et qu'on va emprunter juste par le biais des mots comme ça. Je trouve que c'est vraiment, intéressant. Puis ça réactive ce rapport au prêt, voilà, qu'on renouvelle. Donc ce qui fait que toutes les œuvres, ont leur place ici et je trouve que cette intervention-là est vraiment riche et intéressante. On a eu beaucoup de chance, d'avoir voilà, la collaboration de Yakuta sur son regard posé sur les œuvres de l'Artothèque. Voilà. Quand on a discuté ensemble, tu m'as parlé de deux choses, et dont les expositions que tu avais vues s'organiser avec la Galerie Le Long. Donc là, je mets deux exemples. Oui. Est-ce qu'il reste, comment tu les as découverts en fait? Est-ce qu'il reste des œuvres de ces expositions à l'Artothèque? Alors Est-ce que on tu peux nous a, parler de oui, voilà, ces œuvres? Et Hélène, peut-être c'était 2009 pour une d'entre elles. Est-ce que tu te souviens, 2009 et Alors, moi, je me 2013. souviens les avoir vus. tu te souviens de les Bien. avoir vues, oui? Mais effectivement, là, c'était vraiment des projets avec la Galerie Le Long qui étaient quand même très, très. Enfin, où Jean-Michel achetait beaucoup et à qui il était très lié. Donc, Il a acheté, oui, des œuvres à la Galerie Lelon, notamment des œuvres de Barthélemy Togo. Oui, C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, je me suis mais dit comment il a fait pour avoir une expo j'ai de un problème. Francis Bacon et David Hockney. Parce qu'en termes de budget, on est quand même très limité à l'Artothèque de La Roche-sur-Yon. Donc, je me suis dit, quelle est sa boîte secrète? Et en fait, il s'était mis visiblement d'accord avec la Galerie Lelon pour qu'il y ait un prêt d'exposition finalement. Donc là, en 2013, Barthélemy Togo était venu pour caviarder des unes de journaux placardés voilà, sur tous les murs et avec la réalisation d'œuvres. Et donc, c'était un prêt de la Galerie Lelon qui Oui. produisait finalement l'exposition et la prêtait. Et en fait, en échange, en retour, Jean-Michel achetait quelques œuvres. Donc, de Barthélemy Togo, en tout cas, on n'a pas d'œuvre de David Hockney. Non, c'est dommage. Francis Bacon. Voilà, peut-être. J'ai désolée, Mais voilà, le c'était un PowerPoint moyen, est. c'est Ouais. aussi le système de débrouille et système D où on se dit, tiens, on peut produire avec des galeries. Donc, je m'étais rapprochée de la Galerie Lelong quand je suis arrivée en leur demandant si c'était toujours possible de faire perdurer ça. Et ils m'avaient dit que non, là, ils ne faisaient plus Je ça. sais plus ce genre. C'était plus oui, ce genre de collaboration. Ouais. Mais du coup, j'ai de leur acheté une œuvre de Etel Adnan quand je les ai rencontrés à cette D'accord. occasion. Et voilà, je me suis Donc dit, les liens sont toujours. il y a une continuité, voilà, Voilà. aussi par des Mm. acquisitions comme ça ponctuelles. Mm. Et je voulais remontrer aussi que le travail d'exposition est toujours actif, hein, à l'Artothèque avec la sélection que tu as proposée depuis que tu es arrivé sur ces expositions. Donc, pour montrer le dynamisme toujours réel en fait de ce lieu. Est-ce que vous coproduisez toujours avec le musée? Est-ce que ça se fait encore? Alors, Est-ce on fait des que regards croisés de des regards nouveau. croisés, oui. Suite à Paysage en 2019, là, on a fait de nouveau un regard croisé en 2022 autour de la magie et de l'étrangeté dans les collections. Donc, on a présenté plus de 80 œuvres de l'Artothèque et une douzaine d'œuvres du musée en Ouais. regard. Et là, après-demain, on j'ai vu inaugure ça. une exposition sur l'histoire naturelle qui s'intitule Mirabilia et qui va mettre également en regard les œuvres des collections du musée et de l'Artothèque. Donc là, on est toujours dans la Ouais. continuité là-dessus. Et Et on sinon, a, oui, non, j'essaye de voir ce que. Oh, on a une ouais. exposition chaque été, on fait une exposition monographique avec un artiste. Et donc là, c'est vrai que Voilà, par exemple. j'ai choisi des artistes, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais à la carrière intermédiaire, en fait, c'est des artistes qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'expositions. Mais par exemple, pour le cas de Guillaume Chiron, il est très soutenu. Moi, il est de Poitiers, il est déjà très soutenu et présent dans les collections de l'Artothèque de Poitiers. Et du coup, je lui avais proposé voilà, une invitation en été
pour mettre en volume finalement ses sérigraphies, parce qu'il a commencé un travail de collage et de sérigraphie. Et au moment où je l'ai rencontré, il avait le souhait de faire des installations. Et je me suis dit que voilà, on pouvait être aussi un coup de pouce et faire un soutien à la production pour qu'il puisse expérimenter. C'est ça aussi le test, c'est qu'on expérimente des choses qu'il n'avait pas forcément faites aussi avant. Et là, le soutien à la production permet ça. Et là, de mettre finalement en 3D ces sérigraphies Mm. dans l'univers comme ça, très frais et pop art qu'il présente. Et l'été dernier, on a invité donc Justin Palermo, Oui. qui lui a eu une œuvre à l'Artothèque d'Angers. C'est un artiste qui réside en région d'Angers, que j'ai rencontré. J'ai beaucoup aimé le travail très délicat qu'il réalisait autour des végétaux et des feuilles notamment. Donc voilà, on a présenté aussi ce travail-là récemment. Et sinon, pour conclure justement ce travail d'œuvre in situ, enfin, je les ai interprétés comme ça, ces fresques que Oui. vous avez réalisées, qui sont quand même un clin d'œil à quelque chose, justement, de produire des œuvres qui restent, mais dans un environnement qui est celui de la médiathèque, hein, qui n'est pas empruntable. Hein, le fait est, voilà. Pourquoi ce choix d'aller vers cette orientation? Mais ça s'est passé pendant la période du Covid en 2020. Comme je ne pouvais plus faire d'exposition, j'ai réfléchi avec ma direction et Bah, c'est important. Oui. on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde puisse voir de l'art sans pouvoir justement faire forcément des expositions. On s'est dit qu'en fait, a débuté à ce moment-là un projet de fresque dans la ville, dans toute la ville. Donc là, il y en a déjà plusieurs de réalisés en cœur de ville à La Roche-sur-Yon. Et donc, Monsieur Chat, l'œuvre de Monsieur Chat, c'était une des premières fresques qui débute ce parcours comme ça de fresques dans la ville, qui a été réalisée en 2021. Et auparavant, on a eu la chance d'avoir Winchlus, Vincent Paronneau, qui nous a fait une grande fresque dans l'espace jeunesse, où il réinterprète le conte, en fait, l'univers du conte à travers voilà, ce dessin de BD et son trait très acerbe. Et voilà, on a pu justement développer quelque chose qui va au-delà aussi du prêt d'œuvre et qui donne un accès différent finalement à l'art en plein air et très, très démocratique en fait aussi. Oui, je le pense aussi. Avant de rediffuser un film, hein, sur le travail d'Aline Zouraïet pour qu'on puisse à nouveau discuter de son travail sous forme de questions, on va peut-être donner la parole au public, hein, pour poser des questions non, sur la collection. Je passe le film, d'accord. Là, c'est la série autour de Georges Bataille, voilà, qui a été présentée à l'hôtel Fonfred il n'y a pas très longtemps. J'ai eu une carte blanche dans le lieu. C'est un texte de Mathilde Girard qui fait partie du livre, un des 5 textes. Parce que normalement, il y a la lecture. Hein. Oui, il y a une lecture. Vous avez pris l'habitude d'emprunter des voies qui n'étaient pas les vôtres d'abord, de suivre les traces laissées par les grandes personnes. Là, vous êtes venu quand vous étiez petite à la campagne. Vous avez appris comment retrouver votre chemin et reconnaître les empreintes laissées par les bêtes, les fantômes. Le matin et ne rentrent que le soir, avec l'odeur des bêtes sur leurs vêtements et quelque chose d'aigle dans le souffle. Parfois, vous partez seul dans la forêt, mais cachez des secrets. Écoutez. Vous n'aimez pas la chasse. Vous sacrifiez vous-même des animaux. Les hommes rentrent le soir, s'attablent. Vous leur servez à boire. Vous goûtez. Il y a sur le revers de la veste de votre grand-père un peu de sang séché. Vous portez la veste à votre bouche, la collez sur votre visage. Vous retournez dans la forêt. Au bout d'un chemin, vous découvrez une clairière avec un arbre
et au pied de l'arbre, les restes d'un feu, des branches écrasées par le poids d'un corps couché peut-être. Il serait resté là quelques heures pendant la nuit. Et il y avait une femme qui n'est pas votre mère. Vous courez jusqu'à la maison parce qu'on vous appelle. Dans vos poches, quelques brindilles, des glands, un mouchoir sale, tout ce que vous avez ramassé. Et moi, vous avez le goût. Plutôt que la vue, vous avez la bouche et toujours pour mieux voir ce défaut de rapprocher les choses de vous, de coller la matière à votre regard. Vous salissez des images. Un homme qui vous connaît déjà, il appartient à votre enfance. L'homme a des habitudes de luxe. Vous prenez ses habitudes. Il vous demande de le rejoindre dans un grand hôtel. Il parle, vous l'écoutez, il expose ses pensées, vous l'écoutez, il boit. Sur la terrasse de l'hôtel, entre les tables, il y a une chouette. Elle est attachée par la patte à une sorte de trépied. Elle se déplace de gauche à droite, à peine. Elle vous rappelle la chouette que vous avez trouvée morte dans la forêt, que vous avez enterrée. Vous vous dites que le luxe est la mort attachée par la patte, par le poignet, tout ce qu'on veut posséder. À l'hôtel, vous ne sortez pas vos affaires de votre valise, vous vous déshabillez, puis vous rhabillez, c'est tout. Un soir, vous provoquez une brouille pour vous battre. Vous faites semblant de vous blesser. Vous souillez des compresses avec de l'encre rouge. Il marche. Vous vous aimez. Il vous attend en bas dans le hall de l'hôtel. Il vous demande de faire ce qu'il veut sans explication, de dire oui à l'avance, sans savoir à quoi. Partez quelque temps à la campagne pour vous reposer. Vous retournez en vous-même, dans la forêt. Vous pleurez, des larmes, de foutre, de lait, quelque chose de blanc qui vient de très loin. À force de vous rapprocher, vous ne savez plus quel est votre narrateur. En vous, quel sujet, ni quel sexe par vous s'exprime. Vous avez pris goût à lui, aux histoires qu'il raconte la nuit. Il vous a retrouvé là où vous étiez, petite, et c'est vous qui racontez son histoire maintenant. Il vous a laissé des indications, et ce sont vos traces que vous découvrez dans les siennes, votre portrait que vous faites dans le sien. Il vous a mis sur la voie qui était la vôtre, c'est bien vous le sujet. Vous courez jusqu'à la maison sans vous retourner. Vous trouvez le livre posé sur la table, vous l'ouvrez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je vais donner la parole au public pour d'éventuelles questions. Je vais me lever. Est-ce que en ligne?
Alors, c'est vrai que moi, je ne vois rien là. Je ne sais pas si on revoit. Autre, ben, j'ai pourtant appuyé sur le premier. Là, ça ne fait rien. Peut-être dans la salle, hein, qu'en attendant La salle à fin. la salle à fin. Oui, je comprends tout à fait. Bien sûr. Merci. En fait, je voulais justement, par rapport à ce que Annelise, en présentant son travail, qui visiblement est axé sur l'écriture, sur toute une recherche, et à la fois donc l'entrée d'une partie de son travail au musée, et visiblement une photographie qu'on a vue, les cailloux, qui est à l'Artothèque. Et je me disais, mais du coup, les personnes qui empruntent cette photographie, les cailloux, est-ce qu'ils l'empruntent en sachant en amont le travail qui a généré cette photographie? C'est-à-dire, quelle relation en fait l'emprunteur a avec le travail de l'artiste, ou c'est juste un rapport affectif à l'image? Voilà, c'est cette différence entre la collection d'un musée qui, voilà, qui s'organise autour d'un ensemble, qui constitue déjà une perception peut-être un peu plus large du travail de l'artiste, et finalement Alors, une œuvre dans une bibliothèque. je pense qu'effectivement, tout dépend de la temporalité. C'est-à-dire que le public qui a emprunté l'œuvre d'Annelise, finalement, dans les mois, dans les années suivant l'exposition, sachant qu'en 2015, on avait fait un projet, c'est 2015 ou 2017 2015, un projet également avec 4 artistes, dont Annelise, donc qui avait aussi réactivé le travail. On montrait régulièrement la collection de photographies au musée. Et en fait, c'est aussi, enfin, finalement, tout dépend du public. C'est-à-dire qu'il y avait le public qui fréquentait le musée et qui était inscrit à l'Artothèque. Il y avait un public qui n'était que inscrit à l'Artothèque et qui ne fréquentait pas le musée. Il y avait des gens qui visitaient les expositions du musée. On annonçait qu'il y avait des œuvres acquises par l'Artothèque qui attendaient, en fait, de voir ces œuvres arriver là pour les emprunter. Donc, je pense qu'effectivement, tout dépend de la temporalité, finalement, de la relation du spectateur emprunteur, finalement, à l'œuvre par rapport à l'exposition qui a pu avoir lieu. Parce que c'est vrai, quand il y avait des expos au musée, et je pense que c'est encore le cas, quand l'artiste vient parler de son travail, évidemment, ça l'incarne. Et dans ce cas-là, le rapport à l'œuvre est évidemment totalement différent de l'image simplement qu'on prend, qu'on désire et qu'on emprunte, parfois pour des choses qui peuvent être très éloignées finalement du travail de l'artiste. Et après, moi, dans la réception, c'est quelque chose que je souhaite pas forcément. En fait, je laisse le spectateur. Moi, j'ai besoin de cette charge pour fabriquer les images. Mais d'ailleurs, au moment de la prise de vue, il y a un désapprentissage de tout ce que j'ai pu emmagasiner pour être une surface sensible, un corps entier. Mais après la réception, enfin, je veux dire, on dit toujours l'image appartient à celui qui la regarde, le sens d'une image appartient à celui. Voilà, enfin, elle a une autonomie. Oui, oui, non, mais Il y a un gain de savoir c'est- peut-être, mais non, non, c'est peu sûr qu'il importe. y a enfin, de toute façon, il y a à un Mm. moment donné une part d'autonomie Mm. qui est. Bien. C'est simplement justement par rapport à cette question du public, en Mm. fait. Moi, c'est ça, je veux dire, les artothèques, je trouve que c'est des lieux extraordinaires, parce que effectivement, le public qui fréquente les artothèques n'est pas forcément le public qui fréquente les centres Mm. d'art, et Oui, donc le rapport à l'œuvre, Mm. je sais pas, diffère. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Mm. C'est-à-dire, à un moment donné, me dire, mais voilà, enfin, est-ce que cette séparation, elle est pérenne d'une certaine façon, ou est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, une porosité entre, voilà, je veux dire, on parle du parisianisme, etc., avec un public particulier qui, soi-disant, est très
je sais pas, intellectuels, etc. Enfin, je veux dire, ça existe de la part de personnes qui sont, voilà, qui fréquentent les artothèques, qui parfois ont comment dirais-je, se sentent pas forcément légitimes pour voilà, regarder une œuvre. Enfin, Alors, je pense que c'est là aussi où justement le travail en région, il est très différent. C'est-à-dire que quand on est dans des collectivités, dans des écosystèmes d'art plastique et de patrimoine où finalement les institutions dialoguent aisément, on fait beaucoup de croisements de public, on travaille ensemble, on coproduit des événements ensemble. Moi, je me souviens justement en matière d'éducation à l'image, on avait été sollicité par le département de la Sarthe, donc vraiment par la bibliothèque départementale de Presles, donc un organisme tout à fait lié à la lecture publique, Jean-Michel et moi, pour faire des expositions sur le paysage qui avaient circulé dans les médiathèques du département de la Sarthe, où il n'y avait pas de musée d'art contemporain. Donc c'était vraiment, voilà. Et à tour de rôle, avec Jean-Michel, on allait présenter les œuvres de l'Artothèque et du musée, parce qu'on avait fait une sélection conjointe. Alors évidemment, c'était des œuvres qui étaient plutôt de petits, moyens formats, hein, mais qu'on avait accrochées, qu'on avait été accrochées entre les rayons de livres, voilà. Et c'était intéressant, parce que moi, je me souviens d'avoir été, je crois, dans une médiathèque à Saint-Calais, donc, qui était un territoire assez isolé en termes de culture, finalement, de personnes me disant mais en fait, c'est la première fois que je vois une œuvre d'art en vrai. Et je disais, bah, en fait, voilà, là, l'art vient dans la médiathèque. C'est aussi le rôle de ces lieux. Les médiathèques, c'est vraiment le premier lieu de la démocratisation culturelle. Et moi, il me semblait important, effectivement, en tant que directrice de musée, de collection patrimoniale, de pouvoir aussi amener ces œuvres-là dans les musées, aux côtés de mon collègue de l'Artothèque, pour qui, lui, c'était beaucoup plus naturel. Donc, c'était aussi intéressant, voilà, d'avoir ce travail collaboratif, parce qu'on avait vraiment choisi ensemble et construit une médiation ensemble pour ce public qui était très peu familier. Par rapport à ça, justement, moi, j'avais été en résidence à Biarritz. C'est un projet qui n'a pas pu se faire finalement, mais c'était vraiment un projet que je voulais faire dans le cadre d'une médiathèque. C'était d'exposer dans les livres, c'est-à-dire de faire tout un système de cartes, voilà, et que j'insérais dans les livres. Donc, il n'y avait pas d'exposition, si ce n'est dans l'emprunt, en fait, des livres. Et ben, par surprise, les emprunteurs allaient trouver une image et puis après de faire toute disons un petit scénario qui relie les livres entre eux et donc voilà, d'être une exposition au cœur des livres dans Médiathèque. Enfin, ça n'avait pas pu se faire, mais ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en fait. Enfin, je trouve que comme principe. Ben voilà, appel. J'ai jamais pu être fait. C'est pourtant pas très coûteux en somme. C'est juste des impressions de cartes et puis même ça peut être fait dans tout, enfin, en réseau. Mais ça c'était voilà et puis me donner ouais travailler par surprise comme ça. Enfin bon, bref. Après, tout ça, ça s'accompagne de médiation, en fait. Ça, c'est vraiment Ouais, important. ouais, tout à fait. Nous, on fait pas que du prêt d'œuvre ou voilà, où il y a toujours la médiation. On accompagne ça avec la parole. Et donc, en effet, si les personnes ont envie de savoir justement la jeunesse de l'œuvre ou le contexte, on l'accompagne vraiment au maximum. Et certains nous disent aussi d'emblée, moi, je suis dans le coup de cœur, je veux choisir cette œuvre-là. J'ai pas forcément envie de savoir ce qui se passe derrière. Donc, finalement, c'est toujours de l'adaptabilité aussi tout le temps en fonction de qui on a en face de nous. Et c'est justement un éventail très ouvert en médiathèque. C'est ça qui est aussi vraiment très intéressant. Merci. Nous allons interrompre